Dans la ville du Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, c'est jour de conseil municipal. Ces habitants sont venus réclamer le départ de leur maire. Des policiers leur interdisent l'accès de la salle du conseil. Voilà, c'est le troisième conseil municipal, nous n'avons pas le droit à accès à la salle. Bravo la démocratie, merci Jean-Marc Nicole. Les habitants devront se contenter de voir leur maire Jean-Marc Nicole sur cet écran qui retransmet le conseil municipal. Je rappelle au public, qu'il soit dans la salle ou dans le hall, qu'une séance du conseil municipal doit se tenir sans trouble, sinon le conseil municipal sera arrêté. Les citoyens ne font plus confiance à leur élu. Jean-Marc Nicole est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. En tout, 9 mises en examen. Bon, mesdames, messieurs, le conseil est suspendu. Selon la justice, le maire aurait touché des pots de vin en échange de marchés publics. Face à l'affront des habitants, il n'a pas l'intention de rendre son écharpe tricolore. Un certain nombre de gens qui ici se prévalent des lois républicaines et du principe d'innocence, mais qui le font au pied parce qu'ils ont décidé d'être procureur ou juge. Et je ne céderai pas à cette pression. Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis, quel Rien. Rien même. Rien. Même poursuivi dans une affaire de corruption, rien dans la loi n'oblige le maire du Kremlin-Bicêtre à démissionner. Non, l'histoire du Kremlin-Bicêtre est loin d'être terminée, je vais y revenir plus tard. J'ai eu envie de faire cette enquête en lisant des dizaines de rapports de la Cour des comptes. J'ai découvert des mairies en grande difficulté financière et des maires dans le collimateur de la justice. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et je suis persuadée qu'il y a matière à enquête. Je pars à Marseille. Dans la deuxième plus grande ville de France, la gestion du maire, Jean-Claude Gaudin, fait l'objet d'une enquête. Ça cogne sur le vieux port. Hein. Ah ouais, il fait chaud? Ouais, ça cogne. Vous êtes d'accord si je vous mets dans un petit film? C'est à quel sujet? Sur la mairie. Sur la mairie. Et monsieur Gaudin. Les gens l'aiment bien ici ou pas? Ouais, ça va. Sinon, elle n'aurait pas été élue 3 fois. Hein. Jean-Claude Gaudin règne sur Marseille depuis 23 ans. Ce jour-là, il est attendu sur le site archéologique du port antique de la ville. Ce lieu sera bientôt transformé en musée. La première pierre est posée ce matin. Une mission confiée comme il se doit à monsieur le maire. À 79 ans, il termine son 4e mandat. Les élus, mettez-vous à côté du maire. Voilà. Et sur cette pierre est gravé « Ici commence notre histoire ». On peut applaudir. Super. C'est trop beau. Depuis le début de l'année, une affaire est venue assombrir son bilan. Le maire de Marseille est dans le collimateur du parquet national financier. En janvier dernier, la mairie a été perquisitionnée et le maire entendu par les gendarmes pendant 7 heures. Au cours de cette enquête, des soupçons d'irrégularité dans la gestion des agents municipaux. L'histoire commence par une série de dénonciations anonymes. Nous sommes dans les locaux du journal Mars Actu. En 2017, ces journalistes reçoivent des messages d'un corbeau. Ils dénoncent des dysfonctionnements dans la gestion des employés des musées de la ville. Monsieur bénéficie de tous ses salaires, ses primes, ses congés payés et même ses tickets resto, alors qu'il n'est jamais sur son lieu d'affectation. Madame est rarement à son poste et arrive pourtant à démultiplier heures supplémentaires et jours fériés payés. Ce corbeau signe sous le pseudonyme d'Arthur Gordon. On a reçu des messages d'un certain
ou d'une certaine, on ne sait pas, Arthur Goldman. Visiblement, il y a plusieurs agents qui se cachent derrière ce patronyme. Et donc, ceux ou ces agents ont commencé à balancer des mails à des journalistes, mais aussi à leur hiérarchie, mais aussi aux responsables syndicaux, pour dire, voilà, ça suffit, les musées dysfonctionnent. Certains, parce qu'ils sont agents de la ville et parce qu'ils sont agents au musée, ne viennent pas travailler ou ont des sursalaires parce qu'ils viennent travailler les jours fériés ou font semblant de travailler les jours fériés. Ça suffit. Pour me faire une idée, je vais voir sur place. Je commence par le musée d'histoire, entièrement rénové. Il est censé ouvrir à 9h30. Il est 10h. Les portes sont toujours fermées. Nous filmons discrètement. Ça s'engueule dedans. Hein. Nous nous faisons passer pour des touristes. Merci. Une demi-heure de retard sur l'horaire prévu. Et ce n'est pas le seul problème. Regarde, alors, peut-être on a un problème technique sur la temporaire. C'est-à-dire la temporaire, elle est ferme. Donc elle Dans les salles, plus de 4000 objets retrouvés dans les ruines du port antique de Marseille. Au rez-de-chaussée, aucun gardien n'est à son poste. À l'étage, 2 gardiennes. Une joue sur son téléphone portable, une autre regarde par la fenêtre. Elle s'emporte sur le manque de personnel. On est en colère, on est très en colère. Ah ouais, ah ouais. Vous avez l'air en colère. Ce matin, vous n'étiez pas contente là? Non, on n'était pas contente. Non, je ne suis pas contente, je revendique. Je descends pas parce que ça va mal finir sur le collet comme je suis. Et je pète les câbles, je casse tout dedans. On n'est que 2. Après, à midi, l'autre elle va manger, on se retrouve seul. On ne doit pas être seul dans les salles. Alors, quand ça les arrange, c'est pas grave. Mais si moi je suis là, qu'en bas on casse quelque chose, on va accuser la chambre. Des agents en colère, un service ce jour-là qui semble désorganisé. Je décide de tester un autre musée réputé de la ville, la Vieille Charité. Là encore, il y a un problème technique. Toutes les salles sont ouvertes? Mexique. Et samedi dernier, une amie qui me disait que l'africaine et la mexicaine étaient fermées, elle me dit fais attention. C'était fermé, hein, c'est ça? D'accord. Pour raison technique, et on ne pouvait pas assurer l'ouverture ni la sécurité des visiteurs. C'était impossible. Impossible. Nous avons dû fermer ces 2 salles. Nous, on n'ose pas trop dire le secret professionnel, etc. Mais c'était pas visitable. Je n'en dis pas plus. Bon. Merci mesdames, hein. Merci. Au revoir. Que se passe-t-il dans les musées marseillais? J'ai rendez-vous avec un gardien du musée de la Vieille Charité. Il va nous révéler que pendant longtemps, il y a eu des petits arrangements entre la direction et le personnel, surtout les jours fériés. Quand vous arrivez le jour férié, vous êtes combien dans le musée? Je pense qu'on était 14 à 15, voilà, pas plus. Voilà. Et le mois suivant m'est envoyé à mon organisation syndicale une feuille de présentéisme correspondant à ce férié avec 35 agents marqués. Donc vous découvrez qu'en fait, vous êtes le jeudi de l'Ascension entre 12 et 15 agents et que sont payés pratiquement 35 agents. 20 employés absents mais payés. À 300 € le jour férié, ces fausses déclarations auraient coûté 6 000 € à la ville en une seule journée. Cela commence à se savoir dans Marseille. La mairie lance une enquête. Dans ce rapport de février 2018, l'inspection générale des services de la ville reconnaît les dysfonctionnements. Les déclarations de présence réalisées en début de journée ne permettent pas d'attester durablement de la présence des agents. La rémunération d'heures supplémentaires sans vérification. Monsieur s'absente 7 semaines pour ses congés d'été. Le règlement intérieur en autorise 2. Sa hiérarchie valide ses demandes en toute connaissance de cause. L'enquête interne pointe la complaisance de l'administration des musées.
mais elle ne recommande aucune sanction envers la hiérarchie. Les pratiques mises en cause seraient généralisées. On n'est pas sur un fait isolé, un cas isolé, on est sur beaucoup de services. Je pense qu'on est sur une complaisance, sur un fonctionnement qui faisait qu'à la ville de Marseille, il y avait une habitude où on ne travaillait pas le temps réglementaire de travail. Est-ce qu'il faut le reprocher à notre administration, à notre direction? Je ne sais pas. C'est un fonctionnement qui existait depuis des dizaines d'années à la ville de Marseille. Que sait le maire de cette affaire? J'aimerais lui poser la question, mais ça ne va pas être simple. Voilà, il m'a fallu 2 mois et demi pour décrocher un premier rendez-vous à la mairie de Marseille. Et là, je n'ai pas rendez-vous avec Jean-Claude Gaudin, mais avec son attaché de presse. Et j'espère qu'à l'issue de ce rendez-vous, je pourrai décrocher au moins un jour de tournage avec monsieur le maire. En novembre 2017, à Paris, le parquet national financier se saisit de l'affaire. Sur les 12 000 employés municipaux, 140 d'entre eux sont auditionnés par les gendarmes. Les enquêteurs découvrent que d'autres services bénéficieraient de passe-droit. Au parc Borelli, certains agents ne travailleraient qu'une semaine sur 3. Dans les bibliothèques, la pause déjeuner serait comprise dans les heures de travail et les plages horaires d'ouverture sont moins étendues que dans d'autres grandes villes. Dans les cimetières, le personnel percevrait des heures supplémentaires sans les exécuter. Tout cela au détriment de la qualité du service public. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au fonctionnement du SAMU social en charge de l'aide aux sans-abri. Cas unique en France, à Marseille, il est géré par la municipalité. Les gendarmes découvrent que les heures effectuées ne correspondent pas à ce qui est inscrit sur leur fiche de paye. Pierre, employé au SAMU social, confirme, sous couvert de l'anonymat. Tout le monde le sait. Je veux dire, les élus, tout ça, le savent. Ils savent très bien que voilà, qu'on travaille sur 10 jours. Tout le monde le sait. 10 jours payés combien? Temps plein. C'est-à-dire? Temps plein. Eh bien, 1000 en moyenne, moi je suis à 1004. 1400 € net? Ouais. Sur leur fiche de paye, les agents sont déclarés à plein temps. 151 heures par mois, alors qu'ils ne travaillent que la moitié du temps. Selon l'agent du SAMU social, cet avantage serait justifié par des conditions de travail difficiles. C'est vrai que c'était intéressant, puisqu'on avait quand même 10 jours, mais on est amené à travailler donc pratiquement 2 week-ends par mois. La pénibilité aussi du boulot, c'est-à-dire les maladies, les risques d'agression. Si on faisait le boulot bien, c'était pas si facile que ça. L'avantage qu'il y avait, c'était ça qu'on avait pas mal de temps libre. Donc ça permettait à d'autres d'aller travailler à droite, à gauche, pour pouvoir essayer de gagner un petit peu plus et de mieux vivre. Selon les estimations des gendarmes, ces arrangements au SAMU social auraient coûté à la ville, entre 2012 et 2016, 5 millions d'euros. Il m'aura fallu patienter 3 mois pour obtenir un rendez-vous avec Jean-Claude Gaudin. Pour rejoindre le bureau de monsieur le maire, il faut emprunter l'escalier d'honneur et passer par la salle de réception, l'une des plus belles vues sur le Vieux-Port. À 1 an et demi de son départ à la retraite, Jean-Claude Gaudin a accepté de répondre à des questions sur son bilan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'interroger sur l'enquête du parquet national financier. Si vous êtes là, venez vous installer. Merci, M. Gaudin. Bonjour. Vous allez bien? Non, j'ai une restriction de voix parce qu'on a fait un tubage hier que ça m'a irrité la voix. Voilà. Donc on m'avait endormi quand même. Bonjour. Bon. Le 3 juillet dernier, Jean-Claude Gaudin a été auditionné pendant 7 heures par les gendarmes. Bon, c'est jamais très agréable de voir arriver des gendarmes qui arrivent généralement à l'improviste et qui ensuite vous disent « Bon, ben, il faudra que vous veniez dans nos locaux parce qu'on a des questions à vous poser. » Mais tout doit être transparent. Et dans la ville de Marseille, tout est transparent. Je le questionne sur les avantages dont bénéficieraient certains de ses employés.
Vous ne pouvez pas demander au maire d'être au courant ou de suivre l'activité de 12 000 employés municipaux qui ont souvent désiré fortement de travailler pour la ville de Marseille. J'essaie d'être au courant du maximum de choses, mais effectivement, il y a toutes sortes de hauts fonctionnaires, il y a toutes sortes de directeurs qui, sous l'autorité des adjoints au maire, doivent vérifier les choses. Et par conséquent, eh bien, il y a eu quelquefois des endroits où, visiblement, on ne travaillait pas assez. Monsieur le maire ne savait-il rien ? Difficile à croire pour Pascale Longhi, une syndicaliste employée elle aussi à la mairie. Je pense que c'est une question de paix sociale. On négocie quelque part une certaine façon de travailler. Ça permet de calmer le jeu et d'éviter d'avoir trop de grèves dans les écoles, des jardiniers qui ne veulent plus travailler, etc. Accorder des avantages aux agents municipaux contre la paix sociale. Un pacte aurait été passé il y a 50 ans par Gaston Defer, l'ancien maire de la ville, avec un syndicat, Force ouvrière. Il n'aurait jamais été rompu. Il y a quelques années encore, Jean-Claude Gaudin ne cachait pas sa proximité avec FO. Je souhaite que votre congrès soit une belle réussite. D'ailleurs, si j'y viens, c'est que je le souhaite. Si j'y viens, c'est que je peux parler en me regardant les yeux dans les yeux, ayant, pendant 14 ans, toujours répondu favorablement à ce que FO me demandait. Un maire en charge de l'intérêt public peut-il afficher une telle proximité avec un syndicat ? C'est vrai, monsieur le maire ? C'est plus que 14 ans. Ça fait maintenant 23 ans. J'ai toujours essayé et je pense que dans les 50 dernières années, et même peut-être un peu plus, j'aurais été le maire qui aurait été le plus généreux et le plus attentif à l'évolution du personnel de la ville de Marseille. Voilà. Et encore une fois, j'ai entendu dire plein de choses, la cogestion, ceci, cela. Il y a un respect mutuel, il y a un dialogue franc et loyal qui quelquefois est abrupt, mais j'ai respecté le syndicat qui était le plus important. D'accord. Qu'est-ce que vous a demandé le syndicat FO auquel vous avez répondu ? Le syndicat FO demande mille et une choses, bien entendu, en permanence. Il demande assez souvent des jours de congé. Alors, il y a les jours de congé du maire, ils aimeraient en avoir un peu plus. Mais en échange, ils ne font pas de grève au nom de l'idéologie. Jusqu'à quel point Force ouvrière pèserait sur les choix de la ville ? Le secrétaire général du syndicat est un ancien élagueur, promu ingénieur par la mairie. Patrick Ruet a accepté de nous répondre. Certains parlent de cogestion de la ville entre FO et la municipalité. Elle existe ? Non, c'est du n'importe quoi. Le patron de la ville de Marseille, c'est le maire de Marseille. C'est pas vous le patron de la ville de Marseille ? Ça me fait sourire quand je lis ça, absolument pas. D'ailleurs, de une, je ne veux pas. De deux, c'est pas mon travail. Je suis le responsable des agents, croyez-moi, c'est déjà bien. Mais je décide de rien. FO a une grosse aura, a une grosse clientèle, a beaucoup d'adhérents. Donc quand FO dit quelque chose, le message est important. La puissance de FO faciliterait pour certains leur promotion à la mairie. Pascale Longhi en veut pour preuve cet organigramme. Marqué par des croix, les syndiqués ou anciens syndiqués FO. Ils représentent un tiers des directeurs de la ville. On s'aperçoit que le critère de choix n'était pas forcément lié à une expertise ou à une compétence, mais était lié à une adhésion particulière. Une adhésion à FO, d'accord. Voilà, hein, tout à fait. Dans le lot de toutes ces croix, il y en a quand même, heureusement, qui ont soit la compétence, soit qui ont réussi à l'acquérir. Il n'empêche qu'il y en a d'autres qui, eux, n'ont jamais réussi à l'acquérir, qui n'y arriveront jamais, qui prennent la place de gens qui sont compétents et experts et qui font dysfonctionner un bon nombre de services parce que justement, ils ne sont pas à leur place. Il y a certains syndicats qui sont très sévères vis-à-vis de FO, vous le savez. Oui, ils sont très envieux surtout.
qui disent que FO a eu longtemps les mains libres pour placer ses adhérents à des postes clés alors qu'ils n'ont pas les compétences. Ça n'a jamais été le cas? Déjà, qui estime qu'ils n'ont pas les compétences? Voilà. Si FO fait nommer tel cadre, c'est du copinage. Mais quand les autres syndicats font la même chose, ça s'appelle comment? Et on est élu pour ça. On est élu pour défendre les avancements collectifs et individuels des agents. C'est notre travail. La personne, elle est adhérente chez nous. Mais on va la défendre. À Marseille, FO demeure un syndicat puissant. Mais les temps ont changé. Depuis l'enquête du parquet national financier, la mairie a réagi. Des pointeuses seront bientôt installées dans tous les services. Dans les musées, les parcs, les cimetières, la plupart des avantages indus ont été supprimés. La semaine de vacances supplémentaire n'est plus accordée. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, ce cadeau à lui seul a coûté chaque année 10 millions d'euros aux contribuables marseillais. C'est derrière ces murs que le rapport a été rédigé. Les investigations des magistrats de la Cour des comptes vont me mettre sur une nouvelle piste. Petite ou grande, aucune ville n'échappe à leur contrôle. Un rapport sur une commune de 5000 habitants a attiré mon attention. Cuges-les-Pins, à une demi-heure de Marseille. Les comptes et les budgets ne sont pas sincères. De nombreuses factures ne sont pas enregistrées. La commune s'est affranchie très largement des règles posées par le Code des marchés publics. Cuges-les-Pins, on m'a dit que c'était un petit village qui avait servi de décor à Manon des Sources et Jean de Florette, donc j'imagine que c'est un petit village typique. Pour le côté typique, je suis un peu déçue. Une départementale coupe le village en deux. En centre-ville, un flot ininterrompu de voitures et de camions. Cette commune est l'une des plus pauvres des Bouches-du-Rhône. Ses commerces ferment les uns après les autres. J'ai rendez-vous avec l'un des premiers à avoir relevé des dépenses inexpliquées de la mairie. Antoine Diciacio est conseiller municipal d'opposition. Nous avons constaté une augmentation importante des frais de carburant au cours de l'année 2015, alors que cette année-là, les carburants avaient très fortement baissé, de plus de 30%. Qu'il y ait un abus au niveau des cartes de carburant ne nous étonnerait pas du tout. Antoine Diciacio affirme que les détournements constatés à la mairie ne se limiteraient pas à du carburant. Il va me mettre sur une nouvelle voie. Bon, apparemment, un homme a l'air d'en savoir beaucoup sur la gestion de la ville de Cuges-les-Pins. Je vais essayer de le rencontrer. Il a accepté de témoigner, mais à condition de ne pas montrer son visage. Il m'a donné rendez-vous à Gérone, en Espagne. Il est directeur des services techniques à la mairie de Cuges, en charge de l'entretien et de la voirie. En 2015, quand il arrive à son poste, il décide de faire un état des lieux de son service. Quand j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je veux savoir déjà le nombre de véhicules sur la commune. Donc, je demande un listing des véhicules de la commune. Il n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un vieux listing antérieur et je pointe le nombre de véhicules. Et là, je m'aperçois, il manque plein de véhicules. Des véhicules qui ont disparu physiquement, des véhicules qui sont utilisés par des agents de la commune. Le fonctionnaire dit avoir découvert une situation de désordre généralisé. Des agents font du travail dissimulé pour des élus. C'est-à-dire qu'il y a un agent qui prend les heures de service, prend les tractopelles, il prend du matériel acheté par la commune, il va travailler chez des élus, voilà. Salariés et élus auraient pris l'habitude de confondre biens communaux et biens personnels. Pour ce fonctionnaire, au final, ce sont les contribuables qui payent. C'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on n'a plus d'argent pour faire des routes, pour faire des travaux importants dans les bâtiments. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas les dépenses,
on laisse faire des choses avec de l'argent public, ce qui fait qu'à la fin de l'année ou sur un mandat, ça représente des centaines de milliers d'euros. En nous quittant, le directeur technique nous raconte que ces révélations ont fait monter la tension entre lui et une partie des employés municipaux. Il a adressé un courrier à la gendarmerie et au procureur de la République. Il dénonce des détournements d'argent public, des vols, des emplois fictifs, du travail dissimulé et l'utilisation des véhicules à des fins personnelles. Une enquête préliminaire est ouverte. Le maire n'a sanctionné ni les élus, ni les agents municipaux. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Il est temps d'aller le rencontrer. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bernard Destrost, 71 ans, exerce ici son premier mandat. Pour refaire. Ce jour-là, il inspecte des travaux de voirie. On va pas revenir après. Hein. Un riverain l'interpelle. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Il se plaint des crottes de chiens sur son trottoir. Les gens, ils habitent à côté, t'es là. Il va falloir passer à la répression parce que il y a que malheureusement, c'est bête de le dire, mais il n'y a que ça qui fait changer les choses. Monsieur le maire, ancien policier, est intraitable avec les incivilités. Voilà, c'est le quotidien. C'est le quotidien d'un maire. L'élu s'est montré plus circonspect avec les agents municipaux mis en cause par son directeur technique. Il n'aurait pas voulu, dit-il, envenimer ses relations avec son personnel. Le maire venait de supprimer le 13e mois pour faire des économies. Il y avait eu un traumatisme qui avait été créé au niveau des agents par rapport à la perte du 13e mois. Donc il fallait essayer d'apaiser ce côté-là. Mais malgré tout, il fallait quand même remettre de l'ordre dans la boutique parce qu'il y avait eu du laisser-aller et qu'on faisait tout et n'importe quoi dans cette commune. Et c'est bien pour ça qu'on avait pris un agent, un chef de service pour essayer de compenser ça. Contre toute attente, le maire a décidé de sanctionner son chef de service. Il n'aimait pas ses méthodes. Avant de vouloir mettre de l'ordre et de taper n'importe où, il faut mettre les règles du jeu en place. Et il faut que ces règles du jeu soient bien comprises et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est ce que n'a pas compris ce monsieur. Voilà. C'est-à-dire il est un peu trop sévère selon vous, il a essayé de faire changer les choses un peu trop vite. Tout à fait, tout à fait. Les relations entre le maire et son directeur technique se dégradent, à tel point que l'élu l'envoie devant un conseil de discipline. Une instance départementale chargée de juger les fonctionnaires. Mais le directeur n'est pas sanctionné. L'initiative se retourne même contre le maire. Le conseil de discipline remet en question sa gestion. La collectivité territoriale doit s'interroger très vite sur ses pratiques managériales et réfléchir à une nouvelle organisation du service technique au regard des dysfonctionnements relevés. Parmi ces dysfonctionnements, l'utilisation des moyens de la mairie au service des élus ou des agents municipaux. À la sortie du village, je tombe sur un des employés de la mairie qui aurait été mis en cause. Voilà. On m'a dit que vous aviez réalisé des chantiers sur vos heures de travail chez des élus. C'est pas vrai? Non. Non? Vous n'avez pas utilisé du matériel municipal pour réaliser des chantiers Chez les élus? Chez des élus, oui, ça vous dit rien? Ah non, attendez, ouais, ça y est, ce que vous dites. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, il m'a demandé un tractopelle à la mairie, j'ai mené. Ouais. Après, il s'est fait les travaux, lui, c'est un élu. D'accord. Moi, j'ai jamais rien fait. Mais c'était un tractopelle de la mairie, non? Ouais. Ça se fait souvent comme ça qu'on utilise... Oui. Ça s'est toujours fait, ça. Mais maintenant, on ne peut plus. Ah, maintenant, vous pouvez... Alors, maintenant, ça ne sert plus. Pourquoi? Parce que, avec tout ce qui s'est passé, avec les problèmes, on a été convoqué à la gendarmerie, avec le coup de monsieur où il y a eu un problème et tout. Et après, voilà, après, il y a eu des soucis. Monsieur, c'est qui? C'est un monsieur qui essaie de faire le ménage un petit peu? Voilà, ouais. Vous êtes au courant de tout, hein?
Ça s'est arrêté depuis combien de temps là? Vous avez arrêté, enfin, ça fait plus, mais depuis combien de temps? 4-5 mois. 4-5 mois, oui, d'accord. Et pas de bandit, hein, que j'ai pas le calibre, j'ai rien. Vous me rassurez? Moi, tout ce que je fais, c'est honnête. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Depuis l'enquête des gendarmes, les pratiques douteuses auraient cessé. À Cuges, le sujet qui fait débat aujourd'hui, c'est la gestion du budget de la commune. Le maire a décidé de bâtir une nouvelle école pour faire face à l'augmentation prochaine de la population. Le bâtiment sera en pierre de taille. Il accueillera 2 classes supplémentaires. Par-dessus, tous les fers que vous voyez vont servir. Un chantier coûteux. C'est de l'ordre de 5 millions d'euros. C'est un gros investissement quand même pour cette C'est un gros, voilà, qui est financé à hauteur de 70% par le département. Donc il reste à la commune une charge de 30%. C'est un gros sacrifice. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Tout à fait, c'est un gros sacrifice pour la commune, c'est certain. 30%, soit 1,5 million d'euros à la charge de la ville. Pourtant, il y a un an, la Chambre régionale des comptes avait mis en garde le maire. Elle soulignait dans son rapport: les investissements projetés par la commune ne sont pas soutenables, sauf à atteindre un niveau de dette insurmontable. La commune devrait se borner à n'engager que les dépenses d'investissement à caractère d'urgence et de sécurité. Mais ces recommandations n'inquiètent pas le maire. Le prêt que nous allons faire pour la construction de cette école représente à peu près par an l'équivalent de salaire annuel d'un agent. Il suffit de diminuer la masse salariale d'un agent sur la collectivité pour pouvoir payer notre investissement. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Ça fait combien par mois? Ça fait à peu près dans l'ordre de 1 800 euros à peu près, avec les charges à peu près 1 800 euros. Notre caméra s'éloigne, mais notre micro continue d'enregistrer. Le maire et son principal collaborateur ont l'air moins sûrs du montant des remboursements. J'ai dit que c'était le salaire d'un agent pour une année. 1800, t'as dit? Je dirais même un chiffre. Ouais, même un peu moins, tu peux dire même un peu moins. On est revu à la baisse. Ça va. Selon l'élu d'opposition, Antoine Di Ciascio, les chiffres annoncés par le maire sont bien loin du compte. Je préfère croire que M. le maire ne sait pas compter, mais le coût pour la commune de l'emprunt et des avances de trésorerie qu'il va faire pour l'école est très très nettement supérieur à 1 800 euros par mois. On en sera probablement pas loin de 4 fois plus. Cela ferait 6 000 euros par mois. Nous retournons voir M. le maire. Il a appelé à la rescousse son adjointe déléguée aux finances. Vous êtes sûr des 1 800 euros par mois? Vous êtes sûr de ces chiffres? Les chiffres, j'ai plus le tableau en tête, mais je ne sais pas si c'est de l'ordre de 1800. Vous n'avez pas un, comment on appelle ça? Un échéancier. Un échéancier, oui, des banques. Oui, si je le retrouve. Mais je ne sais pas qui vous a donné ce montant. En fait, on était sur le chantier, mais peut-être qu'on a dit ça. Peut-être que monsieur le maire était mal informé. J'étais avec Daniel, on avait évoqué à peu près 1 800 euros par mois. La déléguée aux finances, elle non plus, ne semble pas très au fait du montant des remboursements. Il va lui falloir plus de 3 minutes et le renfort du numéro 2 de la mairie pour enfin admettre que le chiffre annoncé n'est pas le bon. Moi j'ai fait le calcul, c'est pas possible, il y a un problème. Non, c'est plus complexe que ça. C'est pour, si vous voulez, c'était pour imager un petit peu ce que ça pouvait représenter. J'ai un tableau, je peux sortir 2-3 chiffres. Mais il est vrai que dans la réalité, il y a voilà, ça se goupille pas comme ça. D'après nos calculs, le coût de l'école sera bien de 6 000 euros par mois, au moins pendant 20 ans. Un investissement de poids pour la ville et ses habitants. Au bout du bout, quoi qu'il se passe, ce sont les habitants du village qui paieront la facture.
soit parce que la commune sera étranglée pour rembourser son annuité, ce qui va se traduire par une diminution du service public rendu à la population, soit parce que pour rembourser les annuités, il faudra augmenter les impôts. Augmenter les impôts, c'est parfois la solution pour rembourser les dettes. Mais dans certaines villes, ce n'est même plus suffisant. Quand on dépense trop que le mal est fait, difficile de remonter la pente, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, le maire de Bagnolet. Bagnolet est situé en bordure du périphérique parisien, en Seine-Saint-Denis. C'est l'une des villes les plus pauvres de France. Un foyer sur deux n'est pas imposable. Quand on arrive dans la deuxième ville la plus endettée de France par habitant, l'hôtel de ville détonne. Le bâtiment est flambant neuf, 11 000 mètres carrés sur 6 étages. L'architecture est futuriste, le mobilier contemporain. Pour le nouveau maire, Tony Di Martino, élu en 2014, ce bâtiment est le symbole de la gestion catastrophique de son prédécesseur. Il est beau, qui est une belle œuvre architecturale, qui est immense, qui a coûté près de 38 millions d'euros tout compris. Et en fait, c'est complètement disproportionné. C'est vrai que c'est joli, les architectes étaient contents d'eux-mêmes, étaient contents de leur travail, mais malheureusement, c'était pas très fonctionnel. Le maire a même dû louer un immeuble en face de la mairie pour accueillir une partie des services municipaux. Donc voilà mon bureau. Donc ça, c'est l'immeuble dont je vous parlais à l'instant. Donc il a fallu rouvrir deuxième et troisième étage pour accueillir certains services techniques. Et là, vous avez l'ancienne mairie qu'il va nous falloir réhabiliter à un moment donné. On va lancer un concours d'idées. Mais on sait qu'on en a déjà pour environ 2 millions de travaux, entre les façades et l'intérieur. Et on a aussi cette passerelle qui est absolument hallucinante, parce que cette passerelle a coûté la modique somme de 700 000 €. Elle est censée relier le nouveau à l'ancien, et elle arrive dans le vide. Censée relier la nouvelle et l'ancienne mairie, la passerelle ne débouche sur rien. La porte entre les deux bâtiments est murée. J'ai pris rendez-vous avec Marc Everbeck, l'ancien maire qui a fait construire la mairie rutilante. Il ne regrette rien. Vous savez, l'hôtel de ville, c'est certainement le plus gros projet réalisé par la collectivité depuis plus d'un siècle. Que le plus gros projet que Bagnolet n'a jamais réalisé connaisse des surcoûts, des aléas, que ça ne soit pas facile de l'appréhender. Ça me semble pas anormal. Voilà, on fait face à des réalités quand on fait des choses importantes, c'est sûr. On aurait pu faire un bâtiment préfabriqué. Hein. C'est pas ce qu'on a voulu. Cette mairie a 38 millions d'euros. La ville continue de la payer. Et ce n'est pas tout. Il y a 4 ans, tout juste élu, Tony Di Martino découvre que son prédécesseur est parti sans payer de lourdes factures. Le vrai choc pour moi, ça a été vraiment ce premier rendez-vous d'avril 2014 avec la directrice générale de l'époque, le directeur des finances, qui sont venus m'annoncer avec un petit tableau de suivi qu'on avait 15 millions de factures impayées. Donc là, ça a été le vrai choc, et je vous passe le reste. Après, c'est les entreprises qui ont commencé à téléphoner pour que l'on règle les sommes qui restaient à payer, le prestataire sur la voirie, le prestataire de l'éclairage public. Ça a été des moments un peu difficiles parce que vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de trésorerie. Donc vous n'avez pas de réponse immédiate à leur apporter. Pardon. Aucune banque française n'a accepté de lui prêter de l'argent. Seule une banque allemande est venue à son secours. Pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses, la municipalité vend une partie de son patrimoine. Ici, vous avez le 47 rue Sadi Carnot. Cette maison sur 2 étages est entièrement à rénover.
Donc voilà. Elle dispose d'un jardin dans l'arrière-cour. C'est un immeuble en fait. C'est un immeuble. Mètres carrés, vous savez pas. Je ne l'ai plus en tête, mais effectivement, c'est une bâtisse, quoi. Voilà. Et ça, vous l'avez déjà vendu? Ça, on l'a vendu. Vous dites combien? 380 000 euros. On doit signer l'acte authentique de vente d'ici la fin du mois et on a vendu 7 autres propriétés communales. Sur l'ensemble des ventes du patrimoine, vous avez récupéré une somme de combien? On doit récupérer d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, 1,4 million. 1 400 000 euros. Une goutte d'eau comparée à la dette de la ville, estimée à 140 millions d'euros. Avec une telle dette, Bagnolet a du mal à faire face aux dépenses de rénovation urgentes. J'ai rendez-vous au stade municipal. Philippe Renaudin est animateur sportif et élu d'opposition. Tous les jours, écoles, associations et sportifs amateurs s'entraînent ici. C'est le stade municipal de la ville, géré par la ville. Et c'est le principal stade? C'est le principal stade, oui, qui accueille plusieurs sports de la ville. L'état de délabrement du stade inquiète Philippe Renaudin. Voilà. On en est arrivé au ferraille. Un jour ou l'autre, ça s'écroulera. C'est une balustrade, c'est ça? Oui. Voilà. Là, on est à la balustrade et là, c'est le passage des sportifs pour entrer sur le stade. La ville ne donne pas un centime pour engager des travaux. C'est parce que le maire tente de désendetter la ville, donc il ne peut pas dépenser l'argent? Ah non, il ne tente pas de désendetter la ville, c'est juste qu'il n'a pas de pognon. La ville n'a pas de pognon pour rénover le stade. Nous, ce qu'on demandait un peu, c'est au moins un peu d'entretien. Juste un peu d'entretien? Oui, vous allez voir en bas. Voilà. Donc ici, ça serait l'ensemble du plafond à rénover. Pareil, c'est toujours un billet. Vous regardez les dégâts? Exactement. Il y en a un. Ouais. C'est pas faute de leur dire. Ouais. Donc le paradoxe, c'est qu'on a un club de lutte qui est vraiment au top niveau national, voire mondial, et on se retrouve avec une salle qui est laissée à l'abandon. Moi, j'ai honte. Moi, je suis animateur. Samedi dernier, on est rentré dans la salle et il y a 2-3 parents qui m'ont demandé si c'était dangereux. J'ai dit non, on a fait la séance, mais on l'a fait plutôt par là-bas. Si rien n'est fait, le stade pourrait fermer pour des raisons de sécurité. Mais à Bagnolet, il y a d'autres priorités. Alors, nous sommes en septembre dernier, lors de la rentrée des classes. L'école Paul Langevin, censée accueillir 250 élèves, est vide. L'école élémentaire est fermée. Tout ça est fermé. Voilà. Vous voyez les fissures. Les murs se lézardent à plusieurs endroits. Élèves et professeurs ont dû être évacués pour des raisons de sécurité. Lorsque vous voyez ça, vous tentez de rassurer les parents et que les parents débarquent dans votre bureau et vous disent « Monsieur le maire, on a peur que ça s'effondre sur la tête de nos enfants », c'est vrai que c'est pesant, on va dire. C'est très, très pesant. Il n'y a pas que les murs qui craquent. Le sol et les escaliers s'effritent de toutes parts. Le maire veut nous montrer ce qui a précipité la fermeture de l'école. Ah ouais. Voilà les fissures dont on parle. Ça, c'est le bâtiment en fait qui s'écarte. Il se divise en deux. Ouais. Ici, et voilà, toute la partie de l'école se sépare en deux. Impressionnant. On savait qu'il y avait une difficulté, mais pas à ce niveau-là et pas avec cette notion de péril imminent.
Et ça a été là la vraie difficulté. Un héritage qui est lourd quand même. C'est assez lourd parce qu'on a des moyens financiers limités. Reconstruire une école, voilà, là on a ouvert une école provisoire, ça a nécessité beaucoup de travail des services municipaux, des entreprises, des difficultés pour les payer. Certaines ne le sont pas encore parce que voilà, on se traîne des difficultés depuis le début du mandat. Donc on comble les choses comme on peut, mais voilà. Cette école provisoire a coûté à la ville 3 millions d'euros. L'autre urgence pour la mairie, c'est la rénovation de ce quartier en difficulté, les Malassis, classés parmi les plus défavorisés de France. Ces HLM sont dégradés. Cette opération fait partie d'un programme d'investissement plus vaste. Son coût, 25 millions d'euros, entièrement payé par un prêt. Un mode de financement contesté par l'élu d'opposition, Philippe Renaudin. Le maire, pour des raisons pratiques, a fait des prêts in fine. Ces prêts in fine, vous ne remboursez qu'à la fin du prêt. Il a fait pour plus de 25 millions d'euros de prêts in fine. Ces prêts in fine ne seront remboursés qu'en 2031, 2033, 2035. Effectivement, d'après ce graphique établi par la ville, les remboursements de la dette bondissent à l'échéance des prêts en 2031, 2033 et 2035. Si la mairie ne met pas d'argent de côté, les générations futures paieront la facture. La mairie devrait provisionner. Elle ne le fait pas. Elle provisionne symboliquement 150 000 euros les bonnes années, alors qu'elle devrait provisionner environ 1,5 million d'euros. Fermer les yeux et ne pas se préoccuper de ce qui va se passer dans 15 ans, c'est une faute de service public. Ce défaut de provision est aussi pointé par la Cour des comptes. Le maire le reconnaît, mais il affirme ne pas pouvoir faire autrement. On ne peut pas provisionner, là, en 2017, 2018 et 2019, on n'a pas pu provisionner autant que l'on aurait dû provisionner, ce que nous dit la Chambre régionale des comptes. Mais à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que d'un côté, l'État ne vous aide pas, la Caisse des dépôts tarde à vous aider, donc je ne peux pas rembourser autant que je voudrais. Donc on a prévu de rembourser, de monter en puissance sur les provisions. Mais c'est une difficulté quotidienne. La mairie aura-t-elle les moyens de rembourser ses dettes? Les habitants de Bagnolet doivent se résigner à vivre avec cette épée de Damoclès. Au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, les citoyens sont bien loin de la résignation. Je les ai rencontrés en juin dernier. Lors du conseil municipal, ils demandaient la démission de leur maire, soupçonné d'avoir perçu des pots de vin. Jean-Marc Nicole me disait alors que rien ne lui ferait quitter son poste. J'ai aucune raison de démissionner, je me suis mis en examen. Ce n'est absolument pas du tout une culpabilité. À aucun moment dans le contrôle judiciaire, on m'interdit en fait l'exercice de ma fonction de maire et ni le préfet également me l'interdit. Au Kremlin-Bicêtre, depuis 6 mois, les 24 000 habitants assistent à un feuilleton politique dont les épisodes se jouent derrière ces murs. En mars dernier, Jean-Marc Nicole a été mis en examen 9 fois pour, entre autres, abus de confiance, trafic d'influence, corruption passive, blanchiment aggravé, faux et usage de faux. L'affaire commence en 2016, quand Tracfin, le gendarme des finances, alerte la justice. Jean-Marc Nicole aurait bénéficié de plusieurs versements d'entreprises en contrat avec la ville, pour un montant de 241 000 euros. Dans son rapport, Tracfin va plus loin. L'argent lui aurait permis d'assouvir sa passion pour les courses. Lors de son audition, le policier l'interroge. Entre 2010 et 2017, vous avez effectué 45 699 paris pour un montant global de 973 048 euros. Qu'avez-vous à déclarer ? Je ne m'en suis même pas rendu compte.
Des perquisitions ont lieu à la mairie du Kremlin-Bicêtre. Le maire est placé en garde à vue et l'affaire éclate au grand jour. Face à cet élu soupçonné d'avoir touché des pots de vin en échange de marchés publics, une majorité des membres du conseil municipal se rebelle. Le 6 juillet dernier, toutes les propositions du maire sont rejetées. Contre. 18 contre. Le rapport est rejeté. Les élus de son propre camp se sont retournés contre lui. Contre. Donc 18 contre. Le rapport est rejeté. Jean-Luc Laurent, l'ancien maire du Kremlin-Bicêtre, prend la parole. Les deux hommes se connaissent bien. Je voudrais dire que ce n'est pas un combat entre deux personnes. Ce n'est pas un combat du tout entre deux personnes. Il ne faut pas oublier ce qu'est la cause de la crise que nous connaissons. C'est la mise en examen du maire qui conduit une majorité d'élus à considérer qu'il doit se retirer. Le conseil est clos. Jean-Luc Laurent était le mentor de Jean-Marc Nicole. Il lui a même cédé son siège de maire il y a 2 ans. Désormais, il est son principal adversaire. Je suis passé d'une totale confiance à une totale méfiance. Jean-Marc Nicole m'a trahi amicalement, car on était devenus des amis, politiquement, puisque ses agissements ont une dimension politique forte, et puis éthiquement, au regard de la probité qui est attendue des élus. Le maire a toujours nié avoir touché des pots de vin en échange de marchés publics. Jean-Marc Nicole a accepté que je l'accompagne dans les rues du Kremlin-Bicêtre à la rencontre des habitants. Il veut me montrer que beaucoup le soutiennent encore. Bonjour. Ces Kremlinoises se plaignent de problèmes de travaux dans leur immeuble HLM. Moi, dans ma douche, il y a les tuyaux qui passent sur le côté. Donc, on ne peut pas mettre une... Oui, elle ne peut pas être toute hauteur. On peut pas. Donc, ils ne peuvent pas poser, à mon avis, la tringle pour l'articulation de la porte. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous leur avez dit par rapport à vos ennuis judiciaires? Moi, je connais en fait le fond du dossier, là où effectivement certains de mes collègues considèrent que je serais impliqué dans une histoire de marché public, etc. Je sais qu'il y a, voilà, c'est pas le sujet, il n'y a rien de cette nature, en tout cas par rapport à mes engagements au niveau de la ville. Publiquement, la seule chose que Jean-Marc Nicole a reconnue, c'est son addiction au jeu, dont il se dit guéri. Et effectivement, quand on m'a posé la question, oui, je l'ai reconnu. Je suis au moins la franchise. D'avoir joué. D'avoir joué, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit me juger sur, attention, faites sur ces actes? De quel droit? Voilà. En effet, certains lui font toujours confiance. De la salle de bain et de l'évier. On peut me mettre quelqu'un qui soit de n'importe quelle couleur, même un martien, du moment que la ville est tenue et que ça tourne. Le reste, je ne veux pas en entendre parler. J'ai pas tout compris, mais je sais que la médisance peut faire beaucoup de mal. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, je ne connais pas le tri. Donc je ne porte pas jugement. Pour l'instant, il est maire, je m'adresse à lui. Bon, 2 mois ont passé. Le 27 septembre dernier, Jean-Marc Nicole réunit un nouveau conseil municipal. Le rapport est adopté avec 20 voix favorables. Je mets aux voix ceux qui sont pour. Il a retrouvé le sourire. Donc 20 voix pour. Donc le rapport est adopté. Au cours de l'été, Jean-Marc Nicole a réussi à débaucher d'anciens opposants de droite et du centre pour constituer à nouveau une majorité. Ses adversaires les plus résolus ont quitté le conseil. Avec un maire mis en examen, la ville n'en a pas fini avec les turbulences politiques. Pour l'ancien maire, il est temps de faire changer la loi. Ma réflexion est que dans des circonstances comme celles que vit le Kremlin-Bicêtre, dès lors qu'il y a un doute, sans mettre en cause la présomption d'innocence, de dire suspension.
Le maire est d'office en retrait dans l'attente du jugement. Parce que autrement les villes sont paralysées. Le climat n'est pas bon. Et il y a besoin de sérénité. On a besoin, les citoyens ont besoin de sérénité. L'enquête sur le maire du Kremlin-Bicêtre est toujours en cours d'instruction.